de voir les amis réunis, puis de voir des futurs lecteurs qui sont ici. Pourquoi ce livre sur le métavers? Pourquoi en fait le métavers et pourquoi aujourd'hui? L'histoire en fait du bouquin, c'était une discussion que j'ai eue avec mon éditeur du premier livre, n'est-ce pas? Et qui m'a appelé pour me dire tiens, ce serait une bonne idée de faire une deuxième édition de la révolution blockchain, parce que visiblement ils étaient contents des ventes, donc ils se sont dit tiens, on pourrait peut-être en faire un deuxième. Et dans la discussion, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient déjà été dites sur la blockchain, il y avait beaucoup d'éducation qui avait été faite, et qu'il y avait peut-être un nouvel esprit qui soufflait sur la société, sur les technologies. Cet esprit, c'était l'esprit finalement du Web 3, de la blockchain et du métavers, et que tout ça, ça nous paraissait super important, et qu'il était peut-être temps en fait d'écrire quelque chose là-dessus. On a échangé très vite, on a vite défini un plan qui nous paraissait hyper intéressant, et on s'est dit vite, il faut se lancer parce qu'on sera peut-être même dans les premiers, et nous sommes les premiers, n'est-ce pas? Donc voilà, comme ça, Duno peut respecter sa tagline qui est une page d'avance. Et voilà, en lisant un bouquin Duno, vous êtes toujours une page en avance sur votre temps. Et c'est un petit peu ce qui se passe lorsqu'on lit finalement ce livre, c'est de voir un petit peu, c'est une ouverture vers le futur, une ouverture vers un futur qui est parfois désirable, parfois qui peut faire peur. En tous les cas, qui peut avoir un certain nombre d'externalités négatives sur lesquelles il faut réfléchir, des enjeux qui sont des enjeux sociétaux autour de la sécurité, autour de la santé mentale, autour évidemment de la sécurité, de la protection de notre vie privée, tous ces sujets-là qui sont des sujets importants qu'il faut adresser de façon sereine, de façon optimiste en même temps, mais il faut aussi les adresser. Donc il y a des choses fantastiques dans le Web3 et dans le Metaverse, et il y a des choses aussi qu'il faut adresser comme étant des enjeux de société. Comment est construit le livre? Pour ceux qui ne le liront pas, je vous le dis. Donc une première partie qui me semble importante, qui est l'angle culturel, parce que je me suis posé finalement la question de pourquoi on se mettait à parler du métavers en 2022, comme ça d'un coup, alors que lorsqu'on pouvait en parler dans les dîners, souvent en fait les gens disaient mais ça existe déjà, c'est quelque chose qui existe depuis les années 2000, puis il y a déjà Second Life, il y a déjà tout un tas de choses qui existent, donc pourquoi? Je voulais répondre à la question de pourquoi d'un coup, en fait, on s'est remis à parler du métavers, et pourquoi c'est devenu aussi important et prégnant dans la société. Et il y a plusieurs choses qui ont construit en fait l'architecture du livre. La première chose, c'est un angle culturel. C'est qu'il me semble en fait qu'on est arrivé à un moment où tout était prêt culturellement pour avoir une forme, en tous les cas, d'acceptation par une partie du public, non pas encore de toute la société, il nous manque encore une adhésion globale, mais en tout cas une partie du public, et il y avait tout un tas de gens qui étaient prêts à se battre en fait pour ce concept. Beaucoup de jeunes, des générations Z, des gamers, des blockchainers, des crypto-addicts, tous ces gens-là qui étaient derrière ces concepts. Donc j'explique, et finalement l'origine un peu culturelle, à la fois l'origine à travers la littérature, la science-fiction, et puis aussi les générations Z, bien sûr la pandémie qui a été un facteur d'accélération de ces sujets. Deuxièmement, on a aussi une nouvelle génération de technologies qui sont arrivées dans la société, essentiellement deux groupes, des technologies immersives, qui existaient auparavant mais qui ont été accélérées par le jeu de la concurrence et par aussi des capacités de recherche et développement de tout un tas d'acteurs. Donc on se retrouve en fait avec aujourd'hui des technologies qui ne sont pas celles que nous avions il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Et d'autre part, les technologies blockchain qui, pour elles, effectivement, ont démarré seulement depuis 2009, depuis que Bitcoin existe. Donc ça sont deux mouvements importants. Et puis un troisième mouvement, qui est un mouvement finalement plutôt, on va dire économique ou écosystémique, qui est que dans cet univers-là, à la fois dans le métaverse et dans le Web 3, pour la première fois, grâce aussi à la blockchain, eh bien on pouvait gagner de l'argent, on pouvait y faire des choses, on pouvait échanger de la valeur, on pouvait conserver de la valeur, on pouvait y travailler.
Et ça a attiré tout un tas tout un public pour travailler sur ces sujets-là, et j'essaie d'en parler. Je parle aussi de l'économie créative, qui probablement a été un petit peu délaissée pendant les différentes évolutions du web, et qui maintenant prend une place majeure au sein de ces écosystèmes, et qu'effectivement, eh bien, tout ça a entraîné ce mouvement important autour du Web 3. Voilà, puis les derniers chapitres, c'est sur les enjeux, et puis qu'est-ce que l'on veut faire finalement du métavers. Voilà. Moi, j'ai une opinion qui est assez arrêtée, je pense en fait qu'il faut créer un commun numérique. En fait, il faut créer quelque chose qui appartienne à tous, qui soit gouverné par tous, et qui soit créé par tous, utilisé par tous, gouverné par tous, et créé par tous. Et ça, c'est un enjeu probablement à 10 ans ou à 15 ans, c'est pas demain matin que ça va exister, mais il nous faut quelque chose qui ressemble un petit peu, soit à Wikipédia, ou soit finalement aux infrastructures de l'Internet, qui appartiennent à tous et qui sont gouvernées par tous. Donc c'est vers là que je pense qu'il faudrait aller. Ça va nous prendre beaucoup de temps. Je sais qu'il y a plein de gens dans la salle qui sont passionnés par ça et qui se battent pour ça. Et je vais d'ailleurs leur donner la parole. Parce que, figurez-vous que j'ai une femme journaliste qui s'appelle Jessica, qui est ici. Et au moment où on a commencé à écrire le livre, elle m'a dit, mais ce serait hyper intéressant d'avoir aussi des interviews, et d'avoir en fait, de donner la parole à ceux qui font, plutôt qu'à ceux qui parlent, comme moi. Donc ceux qui font tous les jours le Web 3. Et donc on a eu cette idée finalement d'interviewer des acteurs du marché, et de donner la parole à ceux qui font tous les jours dans leur métier, et qui ont cette capacité à changer le monde du web, changer le monde de l'internet, et puis peut-être changer le monde tout court. Et ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était de leur donner la parole ici, de façon à ce qu'ils puissent s'exprimer, et en quelques mots vous dire finalement pourquoi c'est important pour eux que cette évolution du web vers le Web 3 et vers le métavers. Voilà, j'ai beaucoup trop parlé, mais c'était important pour moi de vous dire ces quelques mots. Et je vais piocher au hasard parmi les gens qui ont été interviewés dans le bouquin, et pour leur poser quelques questions. Ça va être moi qui vais faire le journaliste cette fois, et c'est moi qui vais leur poser les questions. Alors je vais commencer par un avocat. Voilà, un avocat célèbre pour être vraiment probablement un des avocats les plus talentueux sur les sujets des cryptos et sur les sujets en fait métaverse et de Web 3. Il a travaillé auparavant dans des banques. Je crois même que tu as travaillé à l'AMF, n'est-ce pas? Non, tu as travaillé en tous les cas dans les compliance des banques. Et il a changé de métier pour être du côté plutôt maintenant des entrepreneurs qui travaillent sur ces sujets-là. Et c'est vraiment quelqu'un qui fait partie de notre communauté à la fois crypto, Web 3, qui connaît extrêmement bien ces sujets, qui connaît très très bien les acteurs, et qui fait beaucoup en France pour que on puisse accompagner ces entreprises dans ce mouvement, qui est un mouvement, comme on l'a vu, très sociétal. Et c'est Hubert de Vauplane. Merci Hubert d'être avec nous. Alors, Hubert. Hubert, quelques mots peut-être sur... Est-ce que la loi est adaptée, en fait, à ce nouveau monde qui arrive, en fait? La réponse est claire, elle est non. Et j'écoutais, comme souvent et d'habitude, ce que tu dis avec grande attention, c'est-à-dire l'idée de construire un monde où le métavers, en tous les cas le Web 3, soit un monde d'un commun. Un commun, ça veut dire justement dans lequel il y a une réglementation qui soit autre que purement contractuelle. Pour prendre un mot un peu savant et pour faire un petit peu, tu me connais, c'est mon côté toujours un petit peu philosophie du droit, etc. Je fais un peu une référence à Michel Foucault et son hétérotopie. Pour ceux qui ont des souvenirs de Michel Foucault et de son hétérotopie, c'est de dire que la société, elle est essentiellement construite autour du contrat. Et que le métavers aujourd'hui, c'est rien d'autre qu'un contrat. Un contrat des puissants, c'est-à-dire de ceux qui disposent l'accès à leur plateforme de métavers et qui, par leurs conditions générales d'utilisation, tout simplement disent « voilà ma loi ». Ma loi n'est pas le commun, c'est ma loi. C'est la loi que je décide. Quand vous signez, vous entrez dans Sandbox Code, vous acceptez les termes et conditions, vous me transférez tous vos droits et je gère tous vos droits.
Donc on en est très loin aujourd'hui. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tout est à construire. Donc il faut être conscient que dans le métavers d'aujourd'hui, pas le métavers de demain, et le métavers de demain sera plutôt un Web3, donc en pair à pair, mais pour l'instant, c'est non pas la loi de la jungle, c'est la loi du contrat qui a ses avantages. Il faut juste savoir que la loi du contrat, c'est la loi du plus fort. Merci Hubert. Alors vous pourrez retrouver Hubert dans le bouquin. Il est en vente à côté. Il a gentiment répondu à un interview complet sur le sujet. Allez, maintenant je vais appeler une jeune femme, parce qu'on va essayer d'alterner entre les hommes et les femmes. Et je vais appeler Sarah Waki. Alors, Sarah, elle est analyste, c'est ça en fait Oui, responsable d'études analyste chez M6. Et en fait, chez M6, ils font un travail incroyable pour leurs clients, qui est d'étudier l'ensemble des tendances qui existent sur le marché, de façon à faire que les clients bien sachent dans quelle publicité ils doivent investir et sur quel thème ils doivent se positionner. Et cette semaine, Sarah a fêté les 15 ans de cette étude, et je peux vous dire qu'il y avait du métaverse, du NFT, du Web3, plein la présentation. Sur 40 minutes, il devait peut-être avoir 30 minutes, non, sur 1h30 pardon, de présentation, il devait bien avoir 1 heure de Web3 et de métaverse. Et ça, c'est grâce à Sarah, hein, parce que c'est elle qui pousse en interne chez M6 pour dire à quel point c'est important. Alors, juste une question pour toi. Pourquoi, d'après toi, cette tendance aujourd'hui arrive maintenant, et pourquoi tu penses en fait que c'était aussi important pour toi de défendre cette tendance chez M6 ? Merci beaucoup Philippe. Comme tu l'as dit, les métavers, c'est absolument pas nouveau, ça nous on parle beaucoup de métavers mutants. Dès 1990, on en parlait beaucoup avec Neil Stephenson. Et pourquoi maintenant, nous ce qu'on a pu en tout cas observer, c'est qu'il y a eu le facteur de la crise sanitaire qui a été un véritable accélérateur dans l'adoption de toutes ces technologies. Déjà, il faut savoir que pendant la crise, il y a eu beaucoup de choses. On a eu cet héritage de nouvelles technologies, d'AR, de VR, etc., qui s'est bien développé. Et surtout, on a tous vécu complètement virtuellement pendant cette crise. Et il y avait aussi un désir d'évasion. Un désir de sortir de son quotidien sans pouvoir vraiment en sortir. Et c'est pour ça que déjà, qu'ils étaient déjà bien amplifiés et intégrés, tous les usages gaming se sont accélérés. Et les marques, elles aussi, qui ont essayé de trouver de nouveaux moyens de toucher leurs cibles, ont investi ces métavers pour recréer du lien avec les consommateurs. Donc je pense que ça a été un déclencheur et qu'il y a eu un effet de précipice après, où chaque acteur s'est vraiment positionné. Quelques mois après, même en octobre 2021, Facebook s'est renommé Meta, ce qui a donné énormément de retombées sur le sujet. Il y a eu plus de 1700% d'augmentation de termes sur ces sujets sur tous les réseaux sociaux, donc pour montrer à quel point l'effet a été vraiment résonnant. Et je pense que vraiment, à la suite de cela, tous les acteurs sont un peu positionnés pour défendre leur propre vision des métavers. Et c'est pour moi une continuité, même si le phénomène est encore émergent tel qu'il est. C'est un effet en tout cas booster pour moi. Assez pour que, en fait, l'étude des tendances, il y avait pratiquement 2 sujets sur 3 qui traitaient en fait le métavers et le Web3. Merci Sarah. Avec plaisir. Alors maintenant, je vais appeler un retraité, mais un jeune retraité. Hein, parce qu'il est très jeune, mais il est déjà retraité en quelque sorte, mais il ne va pas rester retraité très longtemps, parce qu'à mon avis, il va reprendre des activités. Il va reprendre des activités autour des sujets crypto, NFT, des coins, des stablecoins, ce genre de choses. C'est un de nos députés, c'est un des membres de l'Assemblée nationale qui n'a pas souhaité se représenter dans cette nouvelle législature, qui était le numéro 2 du parti des LREM, et c'est Pierre Persson, qui est un grand connaisseur des sujets crypto. On l'appelait le crypto-député, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il a défendu cette communauté constamment, parce qu'il connaît extrêmement bien le sujet, il connaît très bien le e-sport, il connaît très bien le gaming, il connaît très bien les sujets crypto. Il a défendu vraiment cette communauté à fond, au point de proposer aussi des nouvelles lois, au sein notamment de la loi Pacte, tout un tas de choses qui a pu aider en fait cette communauté. Est-ce qu'il reste des choses à faire après ton passage? Tu sais bien que la réponse est oui. En plus, c'est vrai qu'on s'était rencontrés à l'Assemblée nationale. C'est comme ça qu'on a fait connaissance. Et moi, je voulais déjà souligner le fait que le travail que tu as fait, là, c'est un peu la même chose que j'ai essayé de faire pendant 5 ans. C'est un travail d'éducation. Je pense que sortir un livre sur un sujet technologique qui va avoir un impact dans notre société
à très court terme même. C'est aussi faire travail, en fait, œuvre d'intérêt général, parce qu'on éduque nos citoyens sur les enjeux qui vont surgir avec ces technologies. Vous voyez que le sujet, c'était algorithme ou institution. À qui vous donnerez-vous confiance? Parce qu'on aura réussi le pari, et c'est notamment ce que tu disais tout à l'heure, si en fait l'institution est un algorithme et si l'algorithme est une institution. C'est-à-dire que si on arrive demain à faire un monde qui est plus clair, qui bénéficie d'algorithmes qui soient institutionnels et qui permettent de décentraliser la gouvernance. Et c'est vrai que dans ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire le contrat d'adhésion est celui qu'on nous oppose, notamment par les GAFA ou dans certains acteurs centralisés de ce nouveau monde émergent, on ne voit pas toujours l'application en fait, des principes que nous-mêmes on essaye de porter en fait, au quotidien, c'est-à-dire un monde plus décentralisé, plus ouvert, plus juste dans la répartition de la valeur, etc. Et donc je pense que tout est à faire et ça passera en effet par le droit. Pas que, je pense que le droit doit accompagner. Je pense que c'est surtout aussi les entrepreneurs qui feront beaucoup sur ce sujet, en imaginant des nouveaux modèles qui seront peut-être totalement en décalage avec les modèles que l'on connaît à l'heure actuelle. Mais ça passera aussi par un travail d'éducation, comme tu le fais, pour essayer de réveiller le citoyen et dire au citoyen, bah non, est-ce que peut-être que la situation aujourd'hui, vis-à-vis de la détention des données, la commercialisation de vos propres données personnelles, est-ce que c'est satisfaisant ou pas? Nous, on pense que ça l'est pas. On pense que la monnaie doit être plus publique, elle doit être dans l'intérêt public, parce que la donnée, elle doit être plus privée, mais on doit pouvoir en disposer en compte propre. Et donc, c'est tous ces enjeux-là qu'aujourd'hui, on doit adresser. Je pense que la loi, demain, scellera peut-être un écosystème qui aura déjà eu de l'avance et qui aura réussi ou pas à construire ce nouveau monde qui devrait, normalement, être meilleur que celui d'aujourd'hui. Voilà. Merci à toi. Merci, Pierre. Bon. Alors, on va passer une fille. Eh oui. Alors, je vais appeler Justine Villegrain, qui est une entrepreneuse dans le domaine du Web3, qui fait des choses incroyables, avec son associée qui s'appelle Patricia. Et on a tous les trois, tous les quatre, avec Jessica, un truc en commun. C'est une petite île des Cyclades qui s'appelle Antiparos, où je crois que tu vas de temps en temps également, n'est-ce pas? Voilà. Et en tous les cas, vous avez un autre point commun toutes les deux, c'est que vous êtes franco-grec, n'est-ce pas? T'as vu, j'ai bossé. Hein. Et la troisième chose que vous avez en commun, c'est bien sûr la passion que vous avez pour les artistes digitaux, pour le monde de l'art et pour le monde du Web3 qui s'intéresse énormément à l'art. Et vous y faites des choses incroyables dans cette boîte qui s'appelle Brauhaus. Moi, j'avais d'abord une question préalable qui est de dire pourquoi Brauhaus quand même, parce que c'est un nom quand même assez incroyable. Et donc pourquoi Brauhaus et ensuite c'est comment vous allez changer le monde, comment vous allez changer le monde des artistes à travers votre boîte. Justine, c'est à toi. Alors, pourquoi Brauhaus déjà? Alors Brauhaus, on n'est pas forcément tout le temps d'accord sur le pourquoi du nom. C'était un mélange des hommes qui sont très brotherhood entre les uns avec les autres et on pensait qu'il manquait un peu ça chez les femmes. Donc du coup c'est un mélange de ça et aussi un peu, moi j'aime bien dire soutien-gorge, les bras. Donc c'est les femmes posent ensemble. Et House, c'est un peu aussi un hommage à un mouvement artistique qu'on a pu voir avec le Bauhaus du coup. C'était, on a monté Brauhaus en 2018 avec ce mouvement artistique qui était l'art numérique. Et aujourd'hui, donc du coup le Web3 ça a énormément aidé, la blockchain a énormément aidé les artistes numériques à pouvoir en fait, tracer les achats et pouvoir vendre en fait leurs œuvres numériques. Et du coup, nous, chez Brauhaus, on accompagne les artistes, on vend des NFT et on crée des projets pour des marques qui veulent se développer du coup dans le monde du Web3. Et on sollicite énormément la collaboration entre les artistes et les marques pour faire des projets ensemble sur la blockchain. Super. Un exemple justement d'expo que vous avez fait récemment dans le digital. Alors, dans le digital ou en physique? Dans le physique. Alors, une expo qu'on a fait qui était assez grandiose, on a fait la première exposition NFT en Irak à Erbil, où on a projeté sur une citadelle des Nations Unies du coup des NFT. Et c'était assez impressionnant, mais du coup moi j'ai un tampon irakien sur mon passeport et c'est un peu problématique en ce moment. Voilà, il fallait choisir, c'était un peu la première fois qu'on pouvait, c'était la seule fois qu'on pouvait faire ça. Donc voilà, ça c'était la dernière expo, la plus grosse, et là on est en train d'en faire une du coup avec la NFT Factory à Hong Kong pour l'ambassade française. Wow. Super, merci beaucoup Justine.
Allez, je vais appeler Adrien par-ci à venir avec, à côté de moi. Adrien est un type formidable. Il a créé une organisation qui travaille essentiellement également dans le Web 3, dans le métavers. Il a créé une boîte qui s'appelle Mecrare. Ils ont créé en fait un système dont je parle dans le bouquin, qui est un métavers qui s'appelle Metadams, dans lequel vous pouvez jouer en fait à mieux gérer l'énergie. Comme quoi, ce gars-là avait quand même, vous avez eu un petit peu de la suite dans les idées, et en gérant en fait dans un jeu qui ressemble un peu à un jeu de stratégie, vous gérez en fait mieux votre énergie, eh bien vous récoltez en fait des tokens du métavers, et en même temps vous stakez pour ceux qui suivent en fait l'actualité des blockchains, vous stakez, vous mettez en enjeu en fait ces tokens, et donc vous gagnez de l'argent. Donc vous jouez, vous gagnez de l'argent, c'est du play to earn, et ils ont créé ça sur une blockchain très performante. Et voilà, mais il fait aussi autre chose, Adrien, c'est il a repris l'organisation aussi d'une organisation que nous avons créée avec Bilal, que je vais présenter tout à l'heure, qui s'appelle MetaCircle, qui regroupe en fait 80 aujourd'hui entreprises qui travaillent dans le sujet du métaverse et des NFT, qu'on veut être le think tank européen sur ces sujets, et Adrien avec Benjamin gère l'activité vraiment de façon incroyable. Merci Adrien pour ça. J'ai une question pour toi. Qu'est-ce qui t'a pris de partir de la boîte dans laquelle tu étais pour te lancer dans le Web 3 et te lancer en fait dans cette aventure entrepreneuriale? Merci beaucoup de m'inviter. Bonjour à tous. Qu'est-ce qui m'a pris de quitter l'entreprise dans laquelle j'étais? Alors j'étais déjà dans une entreprise qui était dans le Web 3, donc déjà ça joue pas mal, qui s'appelle Honest, qui est une société de traçabilité sur la blockchain, qui utilise déjà les NFT sur la blockchain Polygon. Donc j'ai été BizDev dans cette boîte. J'ai accompagné plusieurs grandes entreprises dans leur transformation de leur supply chain, notamment des entreprises de télécommunications comme Orange et Bouygues, pour réduire la perte sur le réseau logistique, pour arrêter la casse, etc. Et voilà, après 2 ans dans cette entreprise, j'ai voulu avoir mon aventure entrepreneuriale. Et donc Benjamin, mon associé, est venu me chercher et m'a proposé de nous lancer dans un projet un peu fou, de créer un play to earn. Moi j'avais cette compétence blockchain parce que c'est ma passion depuis toujours. Et voilà, aujourd'hui vraiment j'adore ma vie, j'adore tout ce qu'on fait, c'est vraiment génial de pouvoir bosser sur Metadams. On a la chance d'avoir fusionné avec un studio gaming qui s'appelle TapNation. Maintenant on est l'équipe de 10 personnes, on se régale vraiment au quotidien, on essaye de faire un maximum de choses pour la communauté aussi du coup française Web3 à travers MetaCircle. Donc voilà pourquoi je me suis lancé et voilà pourquoi je suis pas prêt de quitter l'écosystème. Merci Adrien. On termine avec celui que l'on retrouve dans toutes les conférences Web3. Dès qu'il y a un Web3 Metaverse, il est forcément là, parce que c'est un petit peu le petit génie du Web3 et du Metaverse. Bilal, viens, rejoins-nous ici. Et alors, je t'ai vu mercredi soir, parce qu'on a fait une conférence ensemble mercredi soir, ou jeudi soir, pardon. Non, c'est mercredi, pardon. Et tu m'as dit, écoute, je suis invité par Tony Parker pour aller faire je sais pas quoi, mais je préfère venir chez Errol pour venir faire ta signature. Donc merci d'être là. Tu fais beaucoup de choses. Est-ce que tu peux juste nous faire un petit résumé de ce que tu fais pour les gens qui ne te connaissent pas? Je tiens à dire, c'est aussi parce qu'il y a ma mère que je suis resté. Ah, merci. Bonjour tout le monde. Déjà, je suis un jeune entrepreneur parisien. J'ai 31 ans. J'ai cofondé pas mal de boîtes dans le Web3, dans la fintech, dans le gaming, dans les marketplaces. Et de manière générale, j'essaie de contribuer au mieux à l'écosystème pour qu'il se développe en participant à des événements, en organisant des événements, en organisant des rencontres, en essayant de mentorer les gens quand j'ai un petit peu de temps. Et voilà, et je contribue aussi à toute forme pédagogique qui permet l'adoption massive à travers les livres. Et donc merci Philippe de l'invitation à la contribution. Tu nous dis un mot sur Dogami, on en est où sur Dogami? Dogami, c'est un jeu mobile que j'ai cofondé il y a à peu près 1 an et demi, qui vise à revisiter Tamagotchi ou Nintendogs avec des NFT et de la réalité augmentée pour contextualiser encore plus le gameplay. C'est un jeu qui est sorti il y a environ 1 mois, qui est en phase d'alpha, c'est-à-dire de test auprès d'une première base de communauté, et qui devrait sortir en fin d'année sur l'App Store. Super. Merci beaucoup Bilal d'être là. Merci. C'est super. Bon, on a fait tout, je n'oublie personne, non?
Ok. Merci beaucoup. Il est temps de boire un coup, de signer des bouquins et voilà, de célébrer ce moment ensemble. Merci.